Paco, quand on parle des Américains, du côté des combattants, c'est quoi l'écho ? Alors du côté des combattants, il faut savoir qu'il y a énormément d'Américains, c'est une des majorités, nous, dans les bataillons internationaux. Ils sont là, ils restent là et ils comptent pas changer. Pour eux, c'est la victoire ou rien. Tout comme les combattants ukrainiens sur le terrain. C'est une victoire ou rien. Personne ne croit à la paix, premièrement. Personne n'y croit une seule seconde. Ils l'ont tous vu par la Crimée, donc ils n'y croient plus. Il y a beaucoup trop de morts. Ensuite, il y a cette comparaison-là qu'on fait souvent en Ukraine. Quand vous prenez un village aux Russes, on le reprend, vous voyez l'état dans lequel il est resté. Quand les Russes prennent un village ukrainien, il est toujours refait. C'est-à-dire qu'il va être détruit parce que c'est leur façon de faire, ils détruisent tout sur leur passage. Donc ils bombardent, c'est détruit. Mais les Ukrainiens ont une rapidité pour reconstruire qui est impressionnante. Les services publics, franchement, ils méritent d'être soulignés. Ils sont d'une rapidité en électricité, en tout. La poste, tout fonctionne parfaitement dans ce pays. Et donc tous ces gens qui sont dans le Donbass, qui combattent, ne veulent pas ne laisseront pas un espoir de paix en laissant leur terrain. Pourtant, il y a ce fameux plan Trump qui parle réellement du Donbass comme étant en fait un territoire qui serait donné aux Russes. Quand vous entendez ça, alors que vous étiez dans le Donbass, est-ce qu'on peut dire réellement que le Donbass est en majorité aux Russes ? Non, pas du tout. C'est pas une grosse partie par rapport au pays. Ensuite, il y a une chose, c'est qu'il y a des années, Kharkiv était tombé très rapidement grâce aux pro-russes, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps. Et ils se sont rendus compte que les pro-russes, il y en a très très peu. On a beaucoup d'infiltrations, beaucoup de soldats infiltrés ou de civils infiltrés qui sont infiltrés dans les civils. Mais nous, on ne le ressent pas comme ça. Et par rapport à 2023, on avait beaucoup moins de personnes qui regardaient un peu ce qu'on faisait, où on se méfiait énormément. On sent que là, les Ukrainiens, ils veulent leur liberté et veulent la conserver. Vous voulez dire que vous sentiez qu'il pouvait y avoir des trahisons ? Alors, on en a connu, donc c'est assez connu dans le coin de Kharkiv en particulier et sur le sud du Donbass. On a beaucoup de gens infiltrés ou de pro-russes qui vont donner de l'information, mais nous, on a pu constater sur les zones d'opération où on a pu être que c'était très faible comparé à d'autres années précédentes. On ne s'est pas senti mis en danger. Nous, on a été, malheureusement, là, ça arrivait très récemment, il y a quelques jours, notre zone de repos a été touchée. Mais jusque-là, nous, on n'a pas été ciblés. J'ai fait à peu près 4 ou 5 mois dans la même zone. On n'a jamais été ciblés directement. Or, autrefois, on était ciblés sur nos zones de repos. On voulait absolument nous avoir parce que l'information circulait par des pro-russes. Si jamais le gouvernement ukrainien, le président Zelensky, est obligé de céder devant Donald Trump et les Américains et de dire voilà, on n'a pas le choix, on ne peut pas continuer, il va falloir qu'on évacue, qu'on arrête la guerre et qu'on évacue une partie du terrain. À votre avis, quelle sera la réaction des combattants que vous côtoyez sur le front ? Est-ce qu'ils obéiront ou est-ce qu'ils n'obéiront pas ? Alors, pour ma part, je dirais qu'ils obéiront. Après, moi, j'étais du coup à la 12e brigade des opérations spéciales, plus connue sous le nom d'Azov. Donc, ils sont assez connus pour Mariupol, s'être rendus quand il y a eu l'ordre présidentiel. Ce sont tous de grands guerriers, de grands soldats, les Ukrainiens, et ils lâcheront rien. Mais ils sont dans un pays démocratique, et si leur président donne cet ordre, ils obéiront. D'accord. Mais à quoi ressemble la ligne de front à l'heure actuelle ? C'est la question que tout le monde se pose, parce que quand on voit le plan de paix, il y a aussi la possibilité de geler sur la ligne de front les frontières. Elle ressemble à quoi concrètement ? Est-ce que vous agissez majoritairement à découvert ? Est-ce que ce ne sont que des drones ? Comment ça se passe ? Alors, la ligne de front, elle est très compliquée, c'est-à-dire que nous, on était particulièrement sur la ligne de forêt, donc notre travail, c'était d'aller débloquer des unités bloquées ou encerclés. Donc la ligne de front est très compliquée, ce que je vous disais, c'est que ça s'étend sur 40 km. Donc déjà, il faut arriver, passer les 15 ou 20 premiers kilomètres, c'est déjà un exploit à l'heure actuelle. Nous, nos véhicules, généralement, on est visé par 13 ou 14 drones, on n'est pas sur 1 ou 2 drones. Une fois que vous êtes touché, ils essayent de vous terminer. Donc c'est très compliqué. Les villes servent de ligne de front, on va dire, directe. En campagne, c'est beaucoup plus vaste. Ensuite, la ligne de front se déplace énormément parce que si vous infiltrez des soldats, vous partez sur 40 km supplémentaires. Donc, on sait qu'actuellement, on est énormément touché sur Kramatorsk ou Sloviansk, et c'est pas des militaires spécialement visés. Là, je parlais avec mes frères d'armes tout à l'heure, Papillon et Lec, et ils me parlaient, c'est des journalistes, c'est des véhicules civils. Il y a pas, c'est au hasard.
C'est le régime de la terreur. Vous voulez dire que c'est 40 kilomètres de chaque côté de la ligne 0, c'est-à-dire c'est sur 80 km. Ça va même au-delà de la ligne 0, c'est 40 km à partir du groupe d'infiltration d'une équipe drone infiltrée qui monte son antenne. Donc si et sa position. Ce qu'on voit sur la carte, on voit un trait sur la carte. C'est ça. Voilà, ça c'est la ligne 0. Ça veut dire que 40 km de chaque côté, c'est-à-dire que en gros, le front fait 80 km de profondeur. À peu près. Ah ouais. Nous, par exemple, c'est très nouveau ça quand même. Oui, c'est très nouveau. En C'est 2023, on était sur une ligne de front qui était vraiment directe. Aujourd'hui, la ligne de front, on a une énorme, ce qu'on appelle nous la zone grise. Ouais. Moi, sur mes cartes opérationnelles, par exemple, c'est vrai que j'ai une partie rouge qui est ce que les Russes ont pris, j'ai la partie bleue, et j'ai une partie entre les deux qui est complètement notre partie où là, c'est ni à l'un ni à l'autre. Pokrovsk, aujourd'hui, n'est toujours pas russe, malgré ce qu'ils peuvent dire. Moi, j'ai eu mes collègues tout à l'heure au téléphone, je voulais la confirmation, ils m'ont dit non. Ils ont une partie de la ville, mais ils n'ont pas la ville. Tout comme Konstantinivka ou d'autres villes. Jean-Dominique, justement, expliquez à nos téléspectateurs ce que ça change, justement, ces 40 km. Oui, évidemment, ça c'est la mutation de la guerre, à laquelle on assiste en direct, que personne n'avait prévu. Je pense que les combattants ukrainiens, l'armée ukrainienne, comme l'armée russe, d'ailleurs pas plus. Quand en Europe et aux États-Unis, on regarde tous avec énormément de surprise et d'intérêt, parce que effectivement, les drones ont totalement changé la manière de faire la guerre. Ces petits drones qui sont devenus non plus simplement des systèmes d'observation, mais des munitions télécommandées qui sont aujourd'hui l'arme essentielle. D'après ce que... Voilà, c'est une mutation de la guerre. Je pense que ce à quoi vous assistez, ce à quoi vous participez même, ressemble à ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle avec l'apparition des armes automatiques, des canons à tir rapide, des mitrailleuses sur le champ de bataille, qui a totalement changé la manière de faire la guerre. C'est ce que vous décrivez, un champ de bataille qui fait des dizaines de kilomètres de profondeur. Ako, la dernière fois que vous étiez en direct dans cette émission, vous étiez dans le Donbass. Tout à fait. Et vous me parliez de drones. Vous me disiez, il n'y a pas un jour où on n'a pas des drones kamikazes qui essaient de nous cibler. Et vous en avez été l'une des cibles. C'est ça. Moi, en mission, j'ai pris plusieurs drones particuliers sur les véhicules. On a pris des mines, parce qu'on parle des drones, et c'est vrai que tout le monde a l'air de penser, il y a les petits drones. Donc effectivement, on a des petits drones qui sont là pour nous tuer, ou abattre, ou mettre hors d'état de nuire de fonction un véhicule. Mais vous avez ce qu'on appelle d'autres drones, donc les Mavericks, les Vampires, qui sont là des charges lourdes, c'est-à-dire on vous explose un immeuble. Vous avez ce qu'on appelle les drones porteurs, qui transportent plusieurs drones. Et on a cette nouveauté, les embuscades. Et les embuscades sont plus faites par des hommes, c'est fait par des drones posés à droite, à gauche, qui sont éteints, qui attendent. Et quand vous sortez ou vous faites une opération, hop, ils les font redécoller et ils vous attaquent. Ils vous suivent sur plusieurs kilomètres quand ils vous ont pris pour cible ? De toute manière, ils peuvent nous voir de très loin. Parce que les opérateurs drones m'expliquaient, à 20 km, les mecs, ils nous voient déjà. Ils nous ciblent. La question, c'est au petit bonheur la chance. Est-ce qu'il y a une cible plus intéressante que nous, ou est-ce qu'on est la cible intéressante ? Et il y a le jeu des mines, des déminages. Nous, on a des opérateurs qui déminent, on prend la route. La dernière fois que j'ai pris une mine, ça a été en l'espace de 4 minutes, sur les mêmes traces. En 4 minutes, ils ont pu déposer des mines pendant que j'étais surveillé dans l'autre sens par nos propres gars. Et il y a le jeu de se connecter d'un drone à l'autre, c'est-à-dire que les Ukrainiens vont se connecter sur les drones russes pour voir qu'est-ce qu'ils regardent et qu'est-ce qu'ils attaquent, tout comme ils font la même chose. Oui, Jean-Dominique, vous vouliez réagir ? Comment vous luttez contre les drones ? Oui. Alors, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de techniques. Donc, la première technique, vous verrez, je leur tire mon chapeau, ceux qui sont en quad avec ce qu'on appelle les shotguns, donc des fusils à pompe qui sont là pour tirer les drones. Il faut être bon viseur. Ensuite, nous, dans les véhicules, on a des systèmes qui permettent d'en éviter énormément, mais malheureusement pas tous. Du brouillage. De brouillage, et même un peu plus élaboré que du brouillage. Oui, on a pas mal de choses. Mais à chaque fois qu'on a une nouveauté, il y a une nouveauté de l'autre côté qui est arrivée. Et malheureusement, après, on ne peut pas lutter entre les mines, les drones, c'est très compliqué. Et pour des hommes à pied, c'est beaucoup plus complexe. Quand on est à pied, parce que moi, je me suis retrouvé à pied, on s'est bloqué sur des positions. C'est pas un drone qui vous chasse. C'est 3-4 drones, dans les meilleurs des cas. Dans les pires des cas, c'est 10 ou 20 drones. Et il y a des équipes Moi, tristement, j'ai une de mes équipes qui vient de se faire avoir il y a quelques jours. C'est énormément de drones sur une seule équipe. Sur 7 hommes, ils n'ont pas hésité à envoyer 20 à 40 drones. Est-ce que vous voyez une évolution des techniques russes face
à l'évolution des techniques ukrainiennes. On sait que l'armée ukrainienne a été extrêmement agile. Peut-être même, j'ai envie de dire, Jean-Dominique, sous votre contrôle, ils ont même des leçons à donner à des armées occidentales. Personne ne sait faire la guerre comme les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui. Est-ce que les Russes ont pris du renseignement des techniques militaires ukrainiennes pour évoluer également de leur côté ? Alors nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils ont évolué sur certaines façons d'attaquer, c'est-à-dire que maintenant les véhicules sont attaqués avec des FPV qui ont une charge lourde de RPG et de la thermite, donc un accélérateur comme de l'essence. Donc ils nous brûlent vraiment, ils cherchent à tuer, ils ont compris comment passer à travers les blindages et les cages de protection. Et c'est là où les Ukrainiens continuent à évoluer chaque jour. Nous, on travaille énormément sur l'évolution des véhicules. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui, effectivement, aujourd'hui, je pense, nos armées ont peut-être besoin de faire beaucoup de choses dessus. Oui, allez-y, Jean-Dominique. Le matériel et les armements que vous utilisez, c'est du matériel ukrainien aujourd'hui, fabriqué en Ukraine, ou c'est encore du matériel qui vous est livré par des puissances alliées ? Alors, en puissance de feu, pour nous, c'était ukrainien. Donc on était sur les nouveautés ukrainiennes, l'UAR-15. En véhicule, on avait un mix. Alors nous, on avait un mix américain, on avait tout, des MRAP, Dodge MRAP, Max Pro, M113, Spartan anglais. Mais la durée de vie d'un véhicule est très 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 réduite, même d'un véhicule blindé, nos mini-tanks. Moi, en 20 jours, on a perdu 9 véhicules. Donc ça va très vite, et nous, si on perd nos véhicules, les mecs sont bloqués. C'est très très compliqué à ce niveau-là. Les véhicules, malgré les protections, l'innovation, on continue à avoir derrière des problèmes Quand ils sont touchés, ils sont vraiment touchés. Ils attaquent plus comme autrefois un drone. Ah, il est un peu cassé, non. Là, ils y vont vraiment assez fort. Est-ce que vous frappez en Russie depuis le Donbass ? Je dirais que l'Ukraine frappe en Russie. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Je pourrais pas répondre à cette question-là. Pour des raisons de sécurité. Vous êtes dans une unité internationale. Tout à fait. Alors, donc vous n'êtes pas... Est-ce que dans votre unité, il y a des Ukrainiens et de quelle nationalité et en quelle langue vous communiquez ? Parce que tout le monde ne parle pas l'ukrainien quand il arrive. Donc comment ça se passe, le commandement ? Et de qui vous dépendez ? Donc il y a deux choses. Moi, j'étais à la Légion internationale en 2023, qui est sous le commandement du ministère de la Défense et qui est là à majorité que de l'international avec du commandement international, mais toujours des Ukrainiens au-dessus et avec des traducteurs et du personnel ukrainien. À la 12e brigade d'Azov, j'étais au bataillon international, où là c'est un peu différent. On a été, bien sûr, on est mélangé avec les Ukrainiens et tout se passe en anglais. De toute façon, partout tout se passe en anglais, mais c'est là où l'anglais peut être un peu technique sur le terrain. Donc c'est là où il y a des formations sur, on va dire qu'en assaut, on a tous les mêmes signes, de main, donc on se comprend largement. Et ensuite, c'est en anglais. D'accord. Et vous avez vu beaucoup d'étrangers dans les bataillons russes qui vous faisaient face ? Alors, dans ceux que j'ai vus, dans ceux qui nous faisaient face actuellement, moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu. On a d'autres unités qu'on a vu plus loin, mais pour parler de moi-même, de ce que j'ai vu de mes yeux, non. Et dans les prisonniers russes, on a eu un article extrêmement bien documenté dans le Figaro sur ce qu'on appelle les malgré nous, qui nous rappelle une triste période de l'histoire, c'est-à-dire des enrôlés de force. Est-ce que vous avez eu ces échos-là également sur le terrain ? Tout à fait. Je parlais du coup avec Léec et Papillon qui sont passés il y a quelques jours. Du coup, là, on parlait des 3 derniers prisonniers, donc c'est l'exemple typique. Ils savaient même pas trop ce qu'ils foutaient là. Ils étaient un peu sous. Ils comprenaient pas grand-chose. Et du coup, ça s'est fini par conclure que c'était des gens qui avaient été ramassés et enrôlés de force. Au total, vous avez passé combien de temps au combat, enfin je veux dire sur la ligne de front d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que vous allez y retourner ? Alors, en 2023, j'ai passé 4 mois non-stop, 5 mois sur la ligne 0. Cette fois-ci, dans le Donbass déjà. Dans le Donbass déjà, tout à fait. À l'époque, j'étais sur les opérations de Liman, de Kupiansk et la forêt de Sorviansky, donc la Crimina Forest. Et on était descendu sur le début de Bakhmout. Et cette fois-ci, j'étais toujours dans le Donbass. Alors, je ne citerai pas les zones exactes pour mes collègues qui sont toujours là-bas. Mais j'ai fait 5 mois et demi sur la ligne de front. Et entre-temps, vous étiez revenu en France ou moi, je suis revenu en permission exceptionnelle, effectivement, en septembre. Du coup, j'ai passé 4 jours en France. Moi, je suis particulier, c'est-à-dire que nos troupes d'assaut ont une rotation
où ils font 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois grand max, et ils sont ensuite en vacances pendant 15 jours, ils reprennent l'entraînement et repartent. Moi, j'étais driver navigateur, j'étais du coup passé au niveau bataillon et ensuite au niveau brigade, ce qui fait qu'on reste déployé permanent.